revisitons le siècle de Louis XIV. Sire, Marly. Sire, Marly. Ah, l'ultime faveur d'être reçu à Marly. D'autant que la liste en est diffusée. Le roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu'il voulait quelquefois du beau et de la solitude, et décida d'établir à Marly sa maison de campagne. Et pourtant, un endroit peu royal, si l'on en croit encore Saint-Simon. Vallon étroit, profond, abords escarpés, encombré de marécages, sans aucune vue. Pire même, d'après Émile Magne, auteur de Le château de Marly. Une cavité fangieuse, un marécage fétide, où les gens des villages proches déversaient leurs voiries, un repère de serpents, où s'aventuraient seulement quelques audacieux braconniers. Humide, mais giboyeux, de quoi satisfaire un roi féru de chasse depuis son enfance. Mansart édifia pour le roi un château d'inspiration italienne et baroque, juché sur une esplanade octogonale, au-devant d'un grand miroir d'eau entouré de 3 gradins en terrasse. De chaque côté, 2 rangées de 6 pavillons destinés aux invités, reliés les uns aux autres par des galeries de verdure. Faut-il voir le pavillon central Soleil, astre suprême, entouré de 12 pavillons zodiacaux? Trophées, bas-reliefs et pilastres décorent les façades. Attention, ce ne sont que des fresques en trompe-l'œil réalisées sous la direction de Charles le Brun. Remarquons ce somptueux tapis liquide qui traverse le domaine du haut en bas pour laisser la place à la grande pièce d'eau entourée d'une centaine de cônes de pierre, l'abreuvoir, sous l'éperon du parc. Avant d'aboutir à cette vision royale, il avait fallu auparavant remanier tout le vallon, assainir, déboiser, araser les collines, soutenir les terres. On mobilisa la population locale, mais cela était bien insuffisant au regard des besoins royaux. Colbert adressa donc aux intendants de province des requêtes réclamant des maçons en Auvergne, en Limousin, des briquetiers en Picardie, des bûcherons dans le Rouergue, plâtriers en Normandie. C'est à cette époque que les populations locales se sont développées, augmentées de l'arrivée des paysans poussés par l'exode rural dû à la misère des campagnes. La première tâche, assainir et lutter contre les eaux stagnantes, la vase, les moustiques. En 1687, une épidémie de paludisme décima les ouvriers. Beaucoup d'entre les ouvriers abandonnaient le chantier. Le roi même fut atteint de fièvre. Déboisés, les arracheurs de souches recevaient pour tout gain la souche, mais devaient en reboucher le trou, et les bûcherons dégager le terrain. Dans ces terrains accidentés, une véritable colline de glaise barrait la perspective en direction de Saint-Germain. 3 ans de travaux pour la raser. Des boisseaux et des boisseaux de matériaux portés à dos d'homme dans des hottes, puis des brouettes, quand on en importa 2000 de Picardie. Ou au contraire, contenir les terres et bâtir des murs de soutènement. Beaucoup d'hommes périrent. La veuve était indemnisée de 40 livres. Ceux sévèrement blessés recevaient 20 livres. Une briqueterie fut établie sur le territoire de Louveciennes. Il y avait opportunément une carrière de glaise. On rechercha des carrières de pierre et de moellons près du port de Marly, bien placées, de Montesson et autres. Maçons et terrassiers, pour un charroi intense de pierre, briques, moellons, sable, chaux et ciment, arrivés au port et transportés dans des charrettes,
service assuré par les gens de Marly, requis avec leur voiture et animal sous peine d'amende. Le roi se plut à tyranniser la nature, à la dompter à force d'art et de trésors, jouant aux fleuristes et à l'horticulteur, faisant planter cépées, arbustes et gros arbres, taillant en personne les branches des jeunes ormes. Il entendait que la forêt, aussi bien que le jardin, obéit à sa volonté. Un gros contingent de jardiniers, 400, y travaillait à la mort de Louis XIV, chacun avec sa spécialité. Régaleurs d'allées, tondeurs d'arbres et de gazon, palissadiers, taupiers et chenilleurs, fontainiers, nettoyeurs de bassins. Le roi ne cessa de transformer, réaménager, recréer les bassins et statuaires du parc, à tel point que les travaux d'entretien dépassèrent souvent ceux de la construction. Les crises alimentaires et les guerres ne freinèrent pas le roi dans sa passion. 1695. Sur fond de guerre de la Ligue d'Augsbourg et d'une crise de subsistance, le roi fait élever la grande cascade champêtre avec ses 63 marches de marbre rouge et vert. En 1698, alors que les récoltes insuffisantes provoquent quelques émotions populaires dans les villes et les campagnes, Louis XIV fait remplacer l'ancien petit abreuvoir par celui que nous connaissons actuellement, selon le dessin de Mansart. 1702. On ramène de Meudon et Fontainebleau des carpes pour empoisonner les bassins de Marly. Là, à la mort de l'adorée, sa préférée, le roi la pleure, cloîtré dans ses appartements. L'année suivante, 1703, Louis XIV fit éventrer et en fit rétablir les façades, 2 des pavillons, après y avoir introduit les 2 globes créés par le géographe Coronelli. Mécanicien également, car ceux-ci pouvaient pivoter sur eux-mêmes. L'un présentant l'état du ciel, le second les connaissances géographiques à la naissance de Louis XIV. Dire que ces sphères de près de 4 mètres de diamètre et pesant 4 tonnes et près de 23 avec leur socle, arrivés au port de Marly, furent convoyées jusqu'au château par fardier. Elles pouvaient se dévisser par demi-sphère. Chemin inverse en 1715, quand les globes quittent Marly pour le palais du Louvre. Après bien des pérégrinations, elles sont aujourd'hui visibles à la bibliothèque François Mitterrand, salle des globes. Que reste-t-il de cette splendeur? L'ancien pavillon royal n'est matérialisé que par un marquage au sol. De la somptueuse coulée d'eau demeure l'abreuvoir. L'abreuvoir de Marly, délaissé, devenu dans les années 1950 piscine municipale, fut classé aux monuments historiques en 1962. Il retrouve aujourd'hui sa splendeur passée. Dans le parc s'implantent peu à peu des moulages de l'ancienne statuaire, richesse éparpillée place de la Concorde ou au musée du Louvre. Le château de Marly eut ses admirateurs. Pierre le Grand introduit le pavillon de Marly dans son château de Peterhof. Et Louis II de Bavière, fou aussi de monumentalité, se serait inspiré de la façade de Marly pour le château de Linderhof.